à tous et bienvenue aux discussions en ligne pour Creativity is Life, le projet de Africalia. Je m'appelle Marie-Laure Edom, mais connue sous le nom de Soukaina dans le secteur des arts. Je suis une praticienne de la danse, danseuse chorégraphe, productrice et j'enseigne aussi. J'ai mon institution qui s'appelle Afriquera Arts Trust, qui est en fait une institution parapluie qui a donc le programme de 3 ans, Afriquera Professional Dance Training, qui a la compagnie professionnelle Afriquera Dance Theatre, qui a les donc, chorégraphes et collaborateurs, Afriquera Collective, et les cours du soir et bientôt un programme de vulgarisation, outreach. Afriquera Arts Trust est basé à Harare, au Zimbabwe, en plein milieu de la ville, sur l'avenue Robert Mugabe. Ce qui est beaucoup plus accessible pour les enseignants et pour les élèves, car la démographie que nous servons à Afriquera, ce sont des jeunes qui viennent de ce qu'on appelle les banlieues à forte densité, qu'on appelle aussi ghetto, ou voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de venir à Afriquera, donc basé en ville. Mon parcours, donc j'ai plus d'un demi-siècle d'expérience en la matière. J'ai commencé la danse très sérieusement en Guadeloupe, d'où je suis originaire, Guadeloupe, les Antilles françaises, mais je suis née à Paris et été éduquée à Paris. Mais donc, quand j'ai commencé la danse très sérieusement, moi et ma famille, nous vivions en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. J'ai commencé avec René Deshauteurs, grand professeur de jazz. Ensuite, je suis repartie à Paris et de là, je me suis inscrite à l'Académie internationale de la danse pour une formation de 3 ans. Ensuite, je suis partie travailler en Martinique, au Cermac, qui est un village culturel qui a été patronné en fait par Aimé Césaire. Puis, je suis retournée en Guadeloupe où j'ai continué à travailler avec la compagnie des auteurs et un autre jeune collègue, Jean Nanga. Donc, c'était Carokera Arts Trust. Carokera étant le nom de la Guadeloupe par les Indiens, les premiers habitants des Antilles, et qui veut dire l'île aux belles eaux. D'ailleurs, dans le nom de ma compagnie, de mon organisation, Afriquera, il y a inclus Carokera. C'est un mariage de Africa et Carokera, puisque je suis une Antillaise guadeloupéenne basée en Afrique. Ensuite, j'ai travaillé donc en Guadeloupe et j'ai postulé auprès du ministère de la Culture en France pour une bourse pour aller chez Alvin Ailey, donc à New York. Alvin Ailey American Dance Center. Il fallait passer une audition. Et moi, étant en Guadeloupe à 7000 km, je leur ai dit, mais c'est pas possible. Mais finalement, je suis quand même partie et j'ai eu mon visa étudiant par une amie qui a fait en sorte que je sois inscrite à Geoffrey Ballet School. Donc, il fallait prendre des cours tous les jours là, mais je prenais beaucoup de cours ailleurs aussi, par exemple, danse haïtienne, claquette, jazz, moderne, etc. Puisque Geoffrey Ballet School est une école exclusivement pour le classique. Mais pendant que j'étais là, dans ma première année, ma mère, à l'époque, m'appelle en me disant bah, « Tiens, ta bourse a été accordée ». Alors, je croyais qu'il m'avait laissé tomber, en fait. Donc, j'étais très contente de ça. Et après, l'année suivante, j'ai pu donc m'inscrire à Alvin Ailey American Dance Center en tant que boursière du ministère de la Culture de France. Donc, voilà pour ma formation. Puis, je suis retournée vivre en Guadeloupe et je suis au Zimbabwe par mariage, donc, puisque le père de mes enfants est zimbabwéen.
Et donc, je suis retournée vivre et travailler à New York avec le père de mes enfants. Et ensuite, nous avons décidé de nous réinstaller au Zimbabwe. Et c'est pourquoi je suis ici depuis 1996, en fait. Je suis au Zimbabwe. Donc, voilà. Quand je suis arrivée au Zimbabwe, parce que je suis aussi interprète et traductrice, donc les derniers mois où j'étais à New York, j'ai travaillé pour une conférence qui s'appelait Crossroad Africa, où il y avait justement des participants qui venaient de l'Afrique du Sud, et il avait été mentionné le nom du Zimbabwe avec la compagnie Tumbuka à l'époque, Tumbuka Contemporary Dance Company, et Intwasa, qui est un festival qui existe encore aujourd'hui à Bulawayo, la deuxième grande ville du Zimbabwe. Donc, j'étais déjà armée de ces informations lorsque je suis arrivée au Zimbabwe. Et je suis arrivée au Zimbabwe en août 96 et octobre, j'avais déjà établi contact avec le Ballet national où Tumbuka était l'accompagnant en résidence. Et c'est comme ça que j'ai pu enfin, comment dire, être parmi les gens vers lesquels je gravite en fait. Donc les artistes, l'intelligentsia, les acteurs, les littéraires, etc., les académiques, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à être impliquée dans le secteur de la danse au Zimbabwe, tout d'abord en servant en tant que directrice artistique temporaire de Tumbuka pendant que le chorégraphe et fondateur Neville Campbell était absent. Et quand il est revenu, on m'a demandé donc de m'occuper de la formation danse au Ballet national du Zimbabwe, qui est maintenant appelé Dance Trust of Zimbabwe. Et donc, j'ai fait ça pendant 18 ans jusqu'à ce que je crée ma propre structure, qui est donc Africara Arts Trust. Euh, euh, et nous sommes opérationnels, actifs depuis 2015, mais enregistrés en 2014. Nous sommes en ville, puisque avant nous n'étions pas en ville. Nous sommes en ville depuis 2017, dans un superbe immeuble historique qui s'appelle le Michaels Building. Ceci par, comment dire, le patronage de Madame Jean Moxon, qui est la femme du CEO, en fait, mais qui s'occupe de la responsabilité sociale de cette grosse entreprise. Et lorsque nous étions sans abri, homeless, disons, elle m'a montré cette structure et de là, j'ai pu investir et mes efforts, mais avec l'aide d'Africalia, je dois dire, d'Africalia qui a cru en ce projet et qui a financé comment dire, la mise à jour de cette structure afin qu'elle soit opérationnelle pour la danse. I think we can get through the meat of the subject. So creativity is life grant, of which you've been awarded that amount successfully. And actually, I was watching what you submitted to Africalia, and I was very impressed. I must say that actually we also have a Zimbabwean who also won that scholarship. Her name is Catherine Douglas. She was my student when I was teaching the training program at the National Ballet of Zimbabwe. And she also teaches at Africara in my structure. She teaches West African dance, even though she's also very good in contemporary. West African dance because she's been to Janbi, l'École des Sables, Germaine Acogny in Dakar. And she's very good at it. Actually, right now, she's supposed to prepare a piece for the Christmas showcase because Christmas is around the corner. So yes, I'm happy to say that we also have someone who won that scholarship in Zimbabwe, and her theme was mental health in women.
Okay, so she had the participation of experts in the field of mental health and the women of her community, which is called Tafara. And then she had question answer sessions with those ladies and the experts, and she choreographed a piece as well. But I wanted to start by saying something about what is happening right now. And we can see that art is everywhere. No matter what people say, art is everywhere. And even when you buy a carton of milk or a pack of biscuits, it's been created by someone artistic, the graphic designer or the conceptualization and etc. So I wanted to say that it is proven that art and culture are important components of societies and are significant contributors to the GDP of any countries, with 250 billion US in revenue per year, and the creation of 29.5 million jobs worldwide. Art is a very sensitive matter because it responds to the environment and situation that we are confronted with, as we can see today. As a matter of fact, more than ever, art is everywhere, easily accessible and affordable through internet, social media software, and applications. Art has become more and more digitalized and can come to you at the click of a keyboard. And we've seen that in this period of Corona, COVID-19. We had no choice than to stay relevant and visible, to just adapt to this new normal, though I don't want to say new normal because me, I'm not giving up on the old ways because actually it's not going to be sustainable, but that's another matter. Okay, so no matter how hard one tries, you could never escape art. Art is considered dangerous by authoritarian regimes. Hence, we have learned about history and the attempt to silence artists or use art as propaganda. But art cannot be tamed. It is part of the human DNA for expression. We can see art exploding during this current COVID-19 pandemic, with professionals and non-professionals posting on social media samples of their creativity, stimulated by the lockdown measures and the will to keep busy. Because no matter what, every human has creative juice in him, okay? Some choose to use it as their profession. So that's what is happening right now. For the arts professional, it was a necessity to stay relevant and continue to generate much needed income. And for the non-professional, this boost of creativity came out of boredom and to keep busy and sane during confinement, because art heals. All information campaigns on Corona actually have an artistic input as well. Everything in the public domain, like I was saying, has been created by someone for something. The building we live in, work in, learn in, sweat in, shop in, were all created by an architect with an artistic vision. The cars and other types of vehicles we drive all start with an artistic input. When we go out for entertainment, film, music, theater, comedy, story, food, these are all art forms created by someone with a passion, someone qualified and trained for this purpose. Any public spaces have been carefully designed to be at once functional and beautiful. Museums and galleries share incredible artworks. No matter where you look, there is art. It is an integral part of our humanity, a form of expression. So this is what I wanted to say. Do you agree with me, dear guests? Donc, je me suis présentée et maintenant, je vais vous donner la liste des artistes que nous avons ici présents, actifs. Donc, d'abord, Yvonne, ou Yvonne,
So Yvonne is from Uganda, okay? And she's a beautiful singer. And she produced a musical EP called Songs of Home, as well as a video clip. And then we also have Paul Zungrana from Burkina Faso, who created and will show us an audio play called Racine, Yingre. Yingre, c'est dans la langue, c'est quelle langue au Burkina? C'est Amoré, c'est Niégré, Amoré. Au Burkina, il y a au moins 60 et quelques langues et c'est la langue majoritaire. D'accord, ok, super. Racine, donc Yingre. Et nous avons aussi Abdoulaye Mouyambere du Rwanda qui nous a fait une vidéo qui est centrée autour d'une chorégraphie et qui s'appelle Kigali on the Horizon. But we will start with Yvonne, as she's the one I connected with first. Listen, I know you're bad with your boys, I know they applaud you. Yeah, the lies that I tell always have a hint of truth. That restrictions from government limit all of advancement. It all is a consequence of living socially distant. Now I look at flowers and think of you. I look at flowers and hope you know. So, Yvonne, how are you? I'm fine, thank you. Very, very happy to be here. Very happy. And I appreciate your art, and I'm so happy that you are one of the winners of this Grand Creativity is Life. Thank you. Can you please introduce yourself and present the work that you have created as part of Creativity is Life project, and talk about Ebimuli, if I said it right. Yes. In what language is it? It's in Luganda. Mm-hmm. It's in Luganda, which is one of the many languages spoken here. Yeah, so Ebimuli is basically an earth song. How I created the songs was I used elements around me. COVID has given us an opportunity to be present in our bodies, in our space. And because there's no access to other people, no access to other musicians, we were on lockdown, quarantining, social distancing. It seemed impossible to reach out to other musicians in the physical space. And I found an opportunity to play around with the noises and the sounds that were around me. There's music everywhere, there's art everywhere, just like you were saying in the beginning, it's everywhere. Our heartbeat is a rhythm. When our feet move, it's a rhythm. A bird singing, music is everywhere. It's not just confined to us who play. So I found an opportunity to play around with that. And Ebimuli was the earth song. There were 5 songs that I produced, each song an element that I felt we live in. And Ebimuli means flowers in Luganda. And you have a beautiful garden, by the way. Thank you. I love gardening, actually. I'm obsessed with flowers. If you saw the garden, I'm obsessed with flowers. Yeah. Yes. So I used elements of the earth. I used basically the sounds around raking the leaves in the garden, cutting a branch in a tree. I used the shears, garden shears. I use the claps, hand claps, because we are of the earth. When we die, we go back to the earth. I use the noises of the children in the neighborhood when they were playing, because children are of the earth, you know. So I found peace in playing around, being present with what was. It gave me an opportunity not to escape what was. COVID came and changed our lives, and there was initially resistance to what was happening, why we couldn't go out, why we had to stay at home. Things had changed, and there was discomfort there for me, and I suppose everyone else. And writing and producing this gave me an opportunity to accept what was. This is what was. I can't go against it. I have to work with what I have, and that's what Ebimuli is really about. It's about, it's actually a love song. Before we continue, before we continue more in detail, just tell us a little bit about your parcours
and artistic parcours, I should say. And then let's get back to Ebimuli and Songs of Home after that. So who is Yvonne? Well, Yvonne is, I speak about it like I'm not here. I am basically an artist who creates, I've been singing for a very long time, since I was a child. I've been writing since the age of 11. I started off writing poems and I started to write songs. I grew up on musical influences. My parents were very musical. They not musicians, but I grew up around MGM musicals and, show tunes. And that's what I really loved. I always thought, somehow in the middle of the street, we're all going to stop walking and dance. I just was imagining Gene Kelly coming out. That's how I grew up, with my head up there in the clouds. So artistically, I've been basically in the underground of the Ghana music industry for a while. I've been writing songs and recording songs, hip-hop songs, jazz songs. I went to Sweden and I spent a couple of years back and forth with Swedish musicians. I created my first album, which is called Lullabies for a Lion, and it was produced by Lennart Östlund, who actually is a producer at Polar Studios, which is famous because of ABBA, and he mixed and mastered that. So writing that, my first album, Lullabies for a Lion, it was also an experimentation. It's a tale about identity. The artwork was a comic book, and it explores my identity, the fears I was going through growing up, who I was. And the comic book, really, I liked the idea of the comic book because then I grew up on comic books. My mother gave me comic books as a child. I had a writing problem, actually. So comic books were really my home. That's where I escaped. So the first for someone who had problems reading and writing, I mean, look at you. Yes, people can't believe it, but I did. My first language was actually French. I spoke French. Bon, d'accord. Ouais, okay. Yeah, so I understand, and I lost it. So yes, I spoke English, French, Luganda. I spoke too many languages, and I think my brain couldn't take it up. So my mom gave me comic books. Okay. But I digress. Normally they say that it's a great advantage for children to be speaking various languages because they are like sponges, and when they learn them young, my boys are also trilingual, actually. Yes. So for me right now, I can pick up Swedish, I pick up French, Luganda, English, so they're like 4. But it's wonderful. It's good to be able to communicate, and to be in touch with other people aside from my own self. So creatively, I've been writing and producing a diverse array of music genres: jazz, blues, reggae, hip hop, soul, and I like to mix these things. And that's what Songs of Home really gave me an opportunity to do. I'd always wanted to see what music could come out of me without anybody else, without any instrumentation. I use the voice as an instrument. That's what the whole experiment was. It was a sound experiment. What can my voice do? Because even in Ebimuli, I use the layers of my voice to do the bass of the drum, to do the harmonies, to do all sorts of different instrumentation. And I use the nature sounds as an additive. So the human voice, I was exploring that as well in the song. I wanted to know, that instrument, because many musicians now have that instrument where they vocalize something, then they press a button and it's a auto-tune. Yes. Auto-tune. No, so I don't have auto-tune. I don't have auto-tune, but I think I didn't play around with that. I basically used my own voice, and then the sound engineer helped me clean it up. But yeah, it wasn't auto-tune. It was my voice. Everything was mine. Okay. Yes. No, but I guess with the auto-tune, it's still your voice, but it's recorded, and like that you can an engineer. Yeah. So I thought, gosh, that's wonderful. Even though you didn't have that, but your voice was singing in one song different melodies, like Obomu. How do you pronounce Obomu? Yeah. Which means alone in Obomu. Yes. That is the fire.
song. Fire. It means alone. Okay. Alone. To Okay. be alone. And that's Yeah. what we Yeah. were. We were alone. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Great. Let me go on with the questions. So this project that you presented for Creativity is Life project, why is this work important for you actually, and what message did you want to express through it? Well, it's really important for me because it gave me an opportunity to discover what I had access to. What do I have here within my space? It also really was important because I really became very grateful for what I had. COVID exposed for me how many things I should be grateful for. We spent, like most people, I spent a lot of time being busy, moving out, going outside, chasing money, chasing jobs, and then all of a sudden I had to sit home and be with myself. And I started to realize what I was grateful for: the garden, the trees, children, being connected, being alive, you know, being alive and being healthy. So this experimentation with the music and what was around me, it really allowed me to be present. And it's important for me to be present. As human beings, we spend a lot of times in the past and the future, but this project really was me embracing the now moment, what I had right now accessible. I couldn't escape what was. And a lot of the songs, actually, to be honest, when I started off writing, I thought I was going to write really positive, meditative lyrics and all this, you know, kumbaya and nice, happy lyrics. But what happened? Because I sat with myself and I started to feel a lot of things, a lot of discomfort. Ebimuli, for example, is a song about a relationship that has put at hold because of government restrictions, because you can't meet people anymore, you can't date people anymore, like how you're just meeting someone across the street and hugging. That changed. Now I have to think about a mask, where social distancing, you know, I have to think about health first before anything happens, before I leave my home. So human interaction, relationships, dating, love, it's changed. And that's what Ebumuli is about. It's about the change in relationships, romantic relationships. And then Obomu, which is an angry song, it's a fire song on the EP, Songs of Home. I use elements of fire. I used the light switch, modern day fire. I fried an egg and I recorded that. I heard that. Yes. I used frying the egg. I used banging on the wardrobe. So it was all these elements that I was playing around with. But it's an angry song, and I'm angry because I had an opportunity to sit down with myself. There was no more escaping. I had to look at all my relationships, the disappointments, you know, with before COVID, I was really caught up in a lot of things I was pursuing as an artist. I was chasing a career. I wanted successes. I had my year planned, and all of a sudden, everything is put at a halt. And then I started to look at what did I really have? I started to look at all these plans that I had hoped for, clung to, that were no longer there. I started to look at relationships for what they were, not what I wanted them to be. I mean, it was a quieting down of life. True. And a lot of anger came up for me on relationships that weren't honest, they weren't genuine, they were lies told. That's actually what Obomu is about: being alone and alone with your emotions, you know, accepting what was. And I had to embrace those emotions as well in that record. So playing with all those elements again, with, say, for example, I think all of us had home again. I think all of us have some introspection. All of us, Yes. We were forced to do that, and it's a good thing. It's a good thing that's come out to be honest with ourselves and not get lost in the lights and the noise and the cars and the chaos and the pursuits, and just really be with ourselves. And actually, you did something very important, that you were grateful to deal with what you have. And actually, COVID
forced us to think out of the box, and you did just that Yes. with the Yes. creation of your music. But I Yes. wanted to know, technically, in terms of technical, so when you were frying the egg, so Yes. you recorded the frying of the egg. And Basically, the I banging would, of, yes, I got my phone. All of those were on the phone, actually. I went and I would just click on the phone or the light switch, drum, fry the egg, all of those were, but I'll just put it was a wonderful thing. The phone really just recorded everything. Raking the garden, I'll chase the gardener down and record him. And cutting the tree, right now they're cutting another tree. So when they're cutting the tree, I chase and I'm like, I want that sound. And I was just really being present. What noises are happening around me? yeah. What could I So use? I like had meditation. yes, Like it was a meditation. meditation. What's happening around me? I captured some sounds I didn't even use. A cricket at night. There was a certain bird in the tree, and I captured so many sounds I didn't really use. Maybe I'll use them for other things. That's But what it I was really, going to tell you. It's in your bag, and you will dish it out yeah, whenever, you know. yes, Okay. it was really fun. Yeah, Mm-hmm, I mm-hmm. was a kid again. I got to play. Yeah. Okay. And okay, so you already said what you felt as an artist at the beginning of the crisis, you know, this heaviness and everything. And finally, how can I say, waking up and saying, no, but I can still do things. And you took the opportunity of the Creativity's Life Scholarship to be creative. In fact, that's what saves us, the artists, huh? The fact that we have creativity. Yeah. Those who fall into depression are the ones, because I have some friends like that, where they feel that they are in a vacuum, and even if they want to do something, they can't. There is like a heaviness. Myself, I felt it all, that heaviness, so much that I cut my dreads at the beginning of COVID. I mean, on the second month, you know? And I feel great, you know? I'm a dread woman, but I feel great like this. And I will grow them again, you know? But yes, it's that heaviness that was there at the beginning. And the thing is that we should not succumb to fear. And it's right to feel angry, like you are saying, and we have to let it out, actually. But through the art, not by killing someone, you know? Yes, through the art. very true. Through the art. And like, how did you adapt to the situation? You already said, instead of, since you didn't have instruments, at least, you know, the instrument, manufactured instrument, you used all sounds around you and your voice as the instrument, which is beautiful, by the way. Thank you. Even though, you know, what were the main difficulties in order to achieve this, actually? Well, there were a number of difficulties. One of them was, like you said, emotions. The depression did come. The sadness did come. On the 15th of July, I lost a friend to COVID-19. He's South African. And actually the song, Nothing's the Same, is I wrote it the night he died. Nothing's the Same. Wow. And it was, I didn't put any instrumentation on that. It was only my voice. And it was the day, the night I heard he had died. And there were a lot of emotions. The difficulties were emotions, and still are emotions. As an artist, to really not to succumb to the idea that if my work is validated or not, I'm of no value. If I don't have work, I'm of no value. It's very, very important as an artist not to attach myself to my work and have it become my entire identity. It's something I struggle with. You know, identifying myself completely with my work. And so when COVID came and put all the work at hold, no more gigs, and then we had to move to morph into something else. I had to morph into something else. It was really caging. It really was. And you know, the depression did come, the sadness did come, the emotions did come, and that was possibly the hardest thing. Some days you get up and you think, oh my God, is this thing going to work out?
You know, I'm doing this. Is this really going to happen? Is a light switch really going to? I'm recording a light switch. I don't know what's going to happen at the end of this. I'm telling Africalia I'm producing this, but I don't know what's going to happen. Is it going to work? Self-doubt, questioning myself. Is it good enough? Will it happen? So those are some of the challenges I had. That was mainly the challenge, how to get out of my own headspace and really just create and not get trapped in the space between my ears. That was a big challenge. That you were quite creative in terms of the technicalities, because everything with your phone, a smartphone, I guess. Yes, iPhone, yeah. Recorded every sound and just thought, because Ebimuli was the first song I wrote, and it was the easiest song I wrote, to be honest. Ebimuli was the first one and the easiest. I just came up with the chords and I knew what I wanted. It had a melancholy feeling, a longing. I knew what I wanted on that song. It was easy for me to write. I knew it was definitely longing and heartache. That was easy to write. What came difficulty with that one was, will the leaves be heard on the song? How will I use the rustling of the leaves and the shear? How will all of that play? But it worked out. But you were able to hook up with a sound person, you said? Yes, I got a friend of mine called Sam Lamara, who's a producer and sound engineer. So I recorded the things in my room. I had fun, actually. Now that I look back, I really had fun producing this. I changed my bedroom into a recording studio. I got a microphone and I hooked up everything. And I hadn't done that before in my life. So it was amazing that I recorded myself. And then I had Sam do the engineering and the cleaning up and the mixing and the levels. That's why it sounds so crisp. I couldn't do that. Very nice. Sam helped me edit and mix and master that. So that was a very interesting. I really like your work, and I hope that we will here in Zimbabwe. You know, because also the fact that you did this means that, you know, because the problem with for artists to travel, it's mobility, of course. When you have trouble with the band, it's it's a problem. Usually when I was working as the curator for the big festival in Zimbabwe, if a band is like, we would say no more than 10, but if it could be less, you know, and acoustic is even better. But, you know, for some bands, you need, you know, a big number so that the crowd and etc. But your work is on point for that. Thank you. So you are formatting it as an album, yeah? As an EP, because they're just 5 songs. An EP, maybe more work will come from it with other recordings into full work. Let's see. And So anyway, I'm happy I talked to you. I wish you good luck with the dissemination, broadcasting, and sharing of this EP. Please do that. And merci beaucoup. Oui, and I keep you in mind. Okay? Thank you, Yvonne. Ok. Maintenant, nous allons parler avec Paul et son projet pour Creativity Life qui s'appelle Yingre et qui veut dire racine. On dit que celui qui demande son chemin ne se perd jamais. On dit aussi que se tromper de chemin, c'est apprendre à connaître son chemin. On dit que l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. C'est pourquoi on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Son sokda, karita san karat sagobye. En sokda kamen medye. Sok tov nambange, sok endiga, sok tov nambange. Tua sok kong sorye, sok da kamen mye, sok tov nambange mime. Paul, oui. Je vois que donc ton projet commence par des dictons en fait. Des proverbes.
Voilà, voilà des proverbes. Celui qui ne demande pas son chemin, qui demande son chemin ne se perdra pas. Ouais. Et celui qui ne prend pas de risque n'échouera jamais, etc. Donc, peux-tu te présenter à nous, donc du Burkina Faso? Alors, moi, je suis Paul Pingadouende Zungrana. Je suis comédien, metteur en scène et conteur, par ailleurs aussi auteur dramaturge. Et je dirige un institut de recherche théâtrale au Burkina qui s'appelle l'IRTB. Et voilà. Alors, c'est pour ça que je suis très content de vous rencontrer tous. Donc, nice to meet you, Soukeina, Yvonne et Bénédicte. Et merci pour vos présentations parce que voilà, j'ai un intérêt à vous connaître tous parce que ça fait un partage aussi d'expérience, de savoir tout ce que vous avez déjà fait et tout ça, ça nous nourrit. Voilà, et donc je travaille dans le domaine du théâtre depuis une quinzaine d'années au Burkina Faso. Et comme artiste professionnel, je fais des spectacles et je m'inscris beaucoup aujourd'hui en termes de chercheur parce que je trouve que l'artiste aujourd'hui doit impacter par rapport à sa société et créer des œuvres qui restent et qui se fondent sur le local, sur l'endogène, développé en fonction de ce que nous sommes. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs inspiré d'évoquer, d'aller à la source. Donc, Niégré, qui est réellement la source, racine, savoir d'où nous venons, nous enraciner sur des bases solides pour pouvoir pousser plus haut. Tel l'arbre, quoi. Plus on s'enfoncera, mieux on grandit. Alors que souvent, on a tendance à vouloir aller ailleurs et laisser tout ce qu'on a. Et voilà. Donc, moi, je me définis comme quelqu'un qui a soif de connaissances et d'apprentissage. Et c'est très important ce que tu viens de dire là. Parce qu'en fait, beaucoup de nos jeunes qui malheureusement partent, quittent le pays pour pouvoir vivre en fait dignement, etc., se retrouvent sans racines et souvent le rêve, ce qu'ils voulaient accomplir, ne se réalise pas en fait, puisqu'ils se retrouvent esclaves des temps modernes ou alors ils perdent leur vie ou ils périssent en mer, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment triste. Et moi-même, j'essaie toujours de dire à mes jeunes, OK, si vous partez, soyez légal, parce que c'est vraiment pas la peine de risquer votre vie et vous noyer dans une barque, etc. Et aussi, revenez, parce que c'est ici qu'on a besoin de vous. OK? Donc, il est toujours bien de voyager. Les voyages forment la jeunesse. Mais il faut revenir, redonner à son environnement et à son pays. Donc, comment dire, tout à fait aussi ce que tu disais, que l'art que tu essaies de développer plutôt, le fait qu'une forme artistique qui soit endogène et qui parle de ce qui est relatif à la société et l'environnement dans lequel tu vis, oui, pour que les compatriotes puissent s'y reconnaître aussi. Exact. Donc, tu as déjà dit pourquoi ce travail est important pour toi, justement pour la question de racines d'identité, en fait. Hein? Oui, alors, sur plusieurs endroits, ce travail est très important pour moi. La question identitaire, elle est fondamentale. Mais en dehors de cette question identitaire, il y a la question de création de liens et de débat social. Parce que le contexte historique dans lequel nous vivons à l'heure actuelle au Burkina est teinté aussi par des attaques terroristes, par une insécurité, par une crise intercommunautaire. Et voilà, moi, en tant qu'artiste, je cherchais quel est le lien, quel est l'outil qui peut nous unir. Et en cherchant dans nos racines, justement, j'ai trouvé que ces paroles profondes-là, qui sont les proverbes, qui sont les dictons, n'appartiennent à personne et tout le monde peut les revendiquer. Il y en a dans toutes les ethnies, il y en a dans toutes les langues et surtout, c'est des paroles poétiques, conclusives, pleines de sagesse qui retracent un certain nombre de choses et qui ont beaucoup de thématiques. Du coup, je me suis dit, me lancer dans un projet de recherche
pour collecter ces paroles-là de façon thématique et d'écrire une dramaturgie peut parler à toute la communauté sans distinction déjà d'ethnie, sans distinction d'âge. En fait, je cherche quelque chose qui puisse parler à la fois et aux hommes, à la fois aux gens des villes et aux gens des villages, parce qu'au Burkina, nous avons plus de villages que des gens qui vivent dans la ville. Et donc, pour fonder une communauté homogène, c'est important que la parole de l'artiste aujourd'hui puisse circuler. Et c'est pour ça que l'autre chose qui m'intéressait, c'était comment cette parole ancienne, traditionnelle, peut nourrir aujourd'hui et peut venir nourrir notre modernité. En même temps, comment utiliser les outils modernes d'aujourd'hui pour revaloriser aussi cette tradition. Donc, il y avait un ping-pong comme ça que je trouvais assez fabuleux et de me dire que c'est bien de faire des capsules audio parce qu'à la fois, je pourrais les exploiter dans les réseaux sociaux, mais en même temps, je peux les mettre sur les ondes radiophoniques. Du coup, toutes les radios du Burkina peuvent jouer ça et cette parole va partout. Et voilà. Donc, sur cet aspect-là, c'était important aussi pour moi que cette œuvre crée un débat, que ce ne soit pas seulement moi qui donne, mais qu'il y ait un retour, que ça réveille des choses aux gens, et puis que ça amène un retour pour que nous, on continue de nous nourrir, d'apprendre et surtout de posséder, de prendre. En fait, mon souci aujourd'hui, c'est que l'héritage pose problème. L'héritage culturel, artistique pose un problème parce que souvent, on peut hériter des choses creuses. Et pour moi, la tradition doit se renourrir, doit être renouvelée par les gens d'aujourd'hui, par une nouvelle pensée d'aujourd'hui, pour qu'elle reste forte et identitaire. Voilà. Oui. Donc, du coup, c'était important. L'héritage ne peut pas rester statique ou la tradition ne peut pas rester statique. Ah non, elle ne doit pas. Pour moi, si elle reste statique, elle meurt. Toute tradition, la tradition même par définition, est quelque chose en mouvement. Et chaque génération doit nourrir sa tradition et la faire grandir, la remplir. Et donc, comment nous, notre génération, on investit nos traditions avec ce que nous sommes aujourd'hui, avec notre connaissance du monde, avec notre ouverture du monde, parce que nous sommes des artistes qui circulons beaucoup dans le monde, qui voyageons et tout. Et comment tout ça s'ancre avec un ancrage local, endogène, pur. Voilà, donc c'était ces questions-là. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un débat social franc et une prise de position de la jeunesse, de s'accaparer, de posséder, de s'approprier cette culture-là, ces langues-là, ces dictons et ces proverbes. Ouais. Donc la jeunesse répond très positivement et ils comprennent les leçons de ces proverbes et tout ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez marrant, c'est que maintenant, il y a des gens qui m'envoient des proverbes. Alors, donc je sens que ça fait un retour. Alors, au départ, c'est moi qui cherchais les proverbes, qui allais vers les gens, mais le fait de diffuser, maintenant, j'ai un retour des gens qui se rappellent. Et il y a aussi ceux qui se plaignent parce qu'on a fait en 2 langues, en français et en moré, alors que le Burkina a une 60aine de langues. Donc, il y a les autres ethnies qui disent, mais oui, il faut valoriser les nôtres, mais moi, je ne parle pas toutes les langues. Voilà. Et donc, ça fait que tout le monde a vu la nécessité que chacun peut apporter quelque chose avec sa langue. Chacun peut faire un enregistrement audio avec sa langue et on peut créer une sorte de parole collective de toutes les langues qui circulerait et qui ferait une parole assez nationale aussi et en même temps qui peut même s'internationaliser. Donc, pour moi, il y a une prise de conscience et c'est ça qui est important. C'est ce que d'abord je cherchais, qu'on prenne d'abord conscience. Après, le reste, c'est un chemin. Il faut le faire un peu et continuer à rester éveillé, à ne pas s'endormir parce que le système, la vie, la réalité, souvent nous donne des besoins qui ne sont pas les nôtres et qui nous envoient à sommeiller, à nous endormir sur des choses alors que la réalité est haute et que nos vrais soucis sont ailleurs. Et donc, pour moi, c'est ça. Comment activer et réveiller les gens. Et oui, parce que ça se voit dans ces sociétés de consommation où la consommation est poussée à 200, 500%. Et les individus ne créent plus, ne réfléchissent plus pour eux-mêmes, etc. Bon, et c'est marrant ce que tu dis, oui, parce qu'un proverbe dans une langue a l'équivalent dans d'autres langues, exactement. Exact. Par exemple, en créole de chez moi, on dit « Sakitao, la rivière Pakeshayei ». Sakitao, la rivière Pakeshayei. Ce qui est à toi, la rivière ne va pas
l'emporter. L'emporter, oui. Oui, c'est-à-dire que, genre, il faut croire en toi que ce qui doit être pour toi viendra de toute façon. Et en moré, on dit pondre puir karuti zouye. Ça veut dire que la part du crapaud ne va pas monter dans l'arbre, puisque le crapaud ne va pas dans l'arbre. La part du crapaud sera toujours vers la rivière et ça sera la part du crapaud. Vous voyez que c'est le même proverbe, c'est le même sens. Et ça, donc, on a quelque chose en commun que nous pouvons partager. Et ton travail est aussi très intéressant et il faut ça. Parce que ce sont des paroles de sagesse que les jeunes ne doivent pas, comment dire, jeter par la fenêtre. Parce que je suis désolée, les chansons de maintenant qu'ils écoutent 24 heures sur 7 jours et qui disent du n'importe quoi et des fois très, comment dire, très négatif, souvent négatif, hein, on peut compter sur la main les choses dont ils s'abreuvent, ce sont vraiment des paroles qu'ils doivent emmagasiner parce que en fait, ils sont complètement endoctrinés. Leur cerveau est lavé. Donc, ils vont plutôt enregistrer des paroles chantées par tel rappeur qui dénigre complètement les femmes ou qui parle de matérialisme à haute, etc., au lieu d'internaliser des proverbes qui enseignent la sagesse, etc. Exact. Et comment est-ce que tu t'es senti au début de la crise? Est-ce que tu as paniqué? Est-ce que c'est passé en toi? Alors, cette crise-là, elle est particulière parce que moi, je n'ai pas vu venir. Il faut dire qu'on n'avait jamais vécu une telle ampleur de crise. Et du coup, moi, ça m'a trouvé en France parce que j'étais en tournée d'un spectacle. Et du coup, j'ai tout fait pour rentrer et pour que ça ne me ferme pas en France parce que ça allait être encore plus grave pour moi si ça m'avait trouvé là-bas. Donc, je voulais être plus proche de la famille et puis voilà. Et du coup, tout ce qu'on est allé chercher, ben, les choses sont annulées. On rentre comme ça et tout ce qu'on avait ici à faire, tout s'annule aussi. Mais je pense que le plus grave dans cette crise pour nous artistes, c'est pas le fait qu'on ait perdu de l'argent seulement, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe demain. C'est ça qui m'angoisse aujourd'hui parce que on envisage, on se projette, mais on n'est pas sûr que ça se fasse et les choses, ça reprend, ça s'annule. Et je pense que nous devons travailler à réfléchir à comment intégrer ça, au moins dans les 2 prochaines années, parce que l'avenir est devenu très incertain et tout le monde est en crise, de telle sorte que personne ne peut plus aider quelqu'un. Ce qui fait qu'on doit réactiver une flamme de solidarité ou réinventer quelque chose qui soit propre à nous et propre à cette situation-là, qui est très délicate pour donner un peu d'humanisme. Sinon, à l'heure actuelle, on est un peu dans un sauve-qui-peut et tout le monde protège ses arrières, tout le monde veut survivre et ça devient très violent. Très violent. Les propositions, on se demande, est-ce qu'on les fait parce qu'on est poussé par la survie ou est-ce qu'on les fait parce qu'on veut grandir l'humanité? Est-ce qu'on a encore, dans cette urgence, est-ce qu'on a le temps de mûrir des projets? Voilà. Est-ce qu'on reconduit des projets passés? Est-ce qu'on les laisse et on va vers autre chose? C'est ce flou-là qui, moi, m'angoisse le plus. Et je dis aux gens, j'ai toujours peur de lire mes mails parce que c'est toujours angoissant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va me raconter. Et voilà. Par contre, ce qui a un peu stabilisé, c'est le mental, c'est la famille. C'est le fait que, pour une fois, on est tranquille à la maison, on profite de la famille, on joue avec les enfants. Voilà. On lit beaucoup. Voilà. On est angoissé, mais je pense que tout ça nourrit l'art aussi et nourrit la création. D'ailleurs, moi, j'ai mis un projet de l'année prochaine, ça c'est une petite anecdote, le fait de rester trop avec les enfants dans le confinement, j'ai commencé à suivre les dessins animés avec eux. Et donc, ça m'a fait me questionner sur comment créer un dialogue avec cette génération à venir par le biais du dessin animé qui, à mon avis, est un langage. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont dans le dessin animé
sans que nous, on soit au courant. Alors que nos cultures ne sont pas dans les dessins animés. Comment nous éduquons nos cultures alors que l'outil utilisé aujourd'hui est le dessin animé? Du coup, j'ai convoqué 40 artistes, des danseurs, des comédiens, des conteurs, des fabricants de masques, et on a fait un atelier autour du dessin animé, enfin, du conte sénégalais Samba et Luc, qui a été fait en dessin animé par des Canadiens en collaboration avec des Français. Et nous sommes en train de vouloir réadapter ça l'année prochaine en mettant des mythes et les légendes burkinabè et de l'Afrique de l'Ouest dans le même... Voilà. Et pour un jeune public de 3 à 10 ans, pour investir les écoles, investir les maternelles et créer aussi ce débat à leurs endroits. Oui, mais ça, je peux dire que c'est la crise qui nous donne aussi ces inspirations-là. Je ne l'aurais jamais pensé si je n'étais pas resté trop longtemps avec les enfants à regarder des dessins animés. Là, donc, tu as entendu la voix de tes enfants, leurs besoins. Besoins, mais les dessins animés qu'ils regardent, ce sont des dessins animés genre Walt Disney, tout ça? Ah oui, ici, c'est incroyable parce qu'il y a du tout. Il y a du tout dans les dessins animés. Et souvent, vous n'avez pas trop le choix parce que c'est ce que les servent les chaînes. Donc, on est obligé de les interdire à la télé, de mettre les choses dans l'ordinateur pour les faire regarder. Mais la proposition est telle que, et comme ils en parlent à l'école, ils ont envie de voir les mêmes dessins animés et tous ne les éduquent pas du tout. Hein. Il y a des dessins animés, quand je regarde aujourd'hui, je dis, oulala, qu'est-ce qu'ils vont devenir violents, ça ne les enseigne pas, ça ne les responsabilise pas. Alors aujourd'hui, je trouve que même un enfant a besoin d'être responsabilisé, de savoir qu'il vit dans une communauté et que lui doit prendre part à son endroit, à son échelle, à la vie de la communauté. Même avec ses ignorances, il prend part avec sa naïveté et ça fait plaisir et je trouve ça beau. Mais en fait, tu dis même avec son ignorance. Non, les enfants ne sont pas ignorants. On dit, il y a un proverbe qui dit la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, des enfants, c'est vrai. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Donc, exact. Je suis d'accord. Ouais. Donc, tu as parlé des difficultés principales et de ce que tu as accompli, etc. Donc, c'est déjà quelque chose, un projet. Parce que oui, en fait, en tant qu'artiste, il ne faut pas qu'on reste comme ça. Il faut quand même qu'on projette et avoir des choses à faire dans le futur, même si, par exemple, une tournée a été coupée court, mais il y a certains comment dire, programmateurs, comme c'est mon cas, qui quand même ont reporté pour 2021. Donc, oui, il faut pas tout couper court comme ça. Donc, il y a quand même des opportunités qui se présentent? Est-ce qu'il y a quand même des opportunités qui se présentent? Pas beaucoup pour le moment. Les choses sont un peu en stand-by et on attend. J'espère que d'ici les jours à venir ou les semaines à venir, beaucoup d'autres choses vont se relancer parce qu'on a commencé la saison et c'est pas comme les autres années où on voit venir. Cette fois, on voit rien venir. Et donc, on va un peu à l'aveuglette, quoi. Mais bon, on garde beaucoup d'espoir et on essaie de maintenir la pensée. Voilà, on lit, on rêve. Voilà, mais est-ce que par exemple, les distributeurs sont au courant de ce projet que tu es en train de mettre en place de dessin animé? Alors, ceux qui l'avaient fait ou bien le système de distribution au Burkina? Oui, mais le projet que tu es en train de faire avec les 40 artistes, est-ce que tu vas Oui, parce que tu as dit tu veux le distribuer dans les écoles, etc. Voilà, exact. Est-ce que d'autres grosses organisations sont au courant et pourraient être intéressées? Ça serait des opportunités. Normalement, là, je commence parce que maintenant, on l'a vérifié, on sait que c'est faisable. Donc, on est en train d'écrire des dossiers, il faut taper à des portes. On cherche maintenant les portes sensibles. Parce qu'avec le Covid, personne n'a de l'argent. Voilà, donc on va essayer de gratter de gauche à droite. Voilà, comme on a encore une année, on se dit que c'est réalisable. Ok. Est-ce que tu prévois de continuer à travailler avec ce type de format à l'avenir? Oui. Je pense hybride. Ce type de format, c'est-à-dire hybride, virtuel et physique quand même, parce que l'art a besoin de la physicalité, de la présence des gens. Hein. Même ceux qui consomment l'art, ils disent « Ah non, on en a marre, on veut aller voir une exposition, on veut aller voir un concert. »
tout le monde en a marre, là, en fait. Hein? Ouais, ouais. Non, il Ouais. y a quelque chose quand même à dire, c'est parce que ce que nous faisons, c'est du vivant, et le vivant se réalise que par l'aspect physique des choses. C'est pas la même chose que quand on n'est que dans le virtuel. Je trouve que le virtuel est une solution de circonstance, mais par moment, il faut qu'on réinvente des choses pour pouvoir retrouver le vivant. Sinon, même, on va tuer une certaine sorte d'économie de nos salles, hein, parce qu'on a des salles qui sont fermées. Et si on ne les rouvre pas, ben, elles vont rester fermées. Et je pense que pour un artiste, ce n'est pas l'écran qui répond. Pour un artiste, ce qui répond, c'est le sourire de quelqu'un, c'est le regard d'un enfant, voilà, c'est l'émotion, voilà, l'ambiance de la salle. Et ça nous manque. Et c'est important qu'on reparte. C'est pour ça que notre projet Ignoré, on veut en faire un spectacle sur scène. On est arrivé on s'est dit, on est deux. Et d'ailleurs, mon copain à côté, David, viens. Voilà, je préfère faire ça. Voilà. Ouais. Voilà, David Zungrana. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Pardon. Et David, David, c'est ton bras droit? Oui, c'est un musicien avec lequel je travaille depuis une dizaine d'années et qui est très, très bien. Oui, je l'ai vu dans la vidéo. Exact. D'accord. Okay. Voilà. Et donc, on va faire le spectacle maintenant en live et puis essayer de le circuler dans les quartiers populaires parce que là aussi, il y aura un autre public et ça va créer un autre débat social plus physique, plus direct et avec les gens. Et ça ne nous empêche pas de continuer cette hybridité, même avec le spectacle en live, de voir encore comment on peut le partager avec les réseaux sociaux et tout ça. Exactement. Mais on espère. Le problème, c'est un peu les moyens qui manquent, mais nous, on ne veut pas s'arrêter par manque de moyens. Parce que moi, j'ai horreur du gaspillage de créativité. Donc, et justement, d'ailleurs, à la fin du mois, le 29 et 30, Afriquera et mes partenaires, Music Crossroad et Zimbabwe Theatre Academy, nous mettons sur pied un festival qui s'appelle TAG 2020, The Arts Gathering. Et justement, nous le faisons de façon hybride. Donc, nous allons inviter dans ma structure des invités sélectionnés pour qu'il y ait quand même un public au moins de 50-60 personnes. Et ça va être live stream. Nous avons besoin du public et c'est pour ça que j'ai décidé qu'il fallait qu'on le fasse en format hybride parce que sinon, comme tu disais, ça tue une certaine économie, l'économie, l'industrie des salles de spectacle, etc. Mais ça peut aussi tuer l'inspiration des artistes, hein, parce qu'on ne peut pas être tout le temps devant un écran comme ça. Ben, en tout cas, merci Paul et David, de nous avoir parlé. Juste pour dire merci à Africalia pour cette initiative. Parce qu'il faut dire que ça a permis aussi de réveiller quelque chose. Si beaucoup de structures faisaient ça, à mon avis, ça allait apaiser l'inquiétude chez les artistes. Donc, c'est bien de saluer cette initiative et d'espérer que ça va continuer pour que d'autres artistes profitent. En tout cas, bravo Africalia. Ça fait en sorte qu'on se rencontre quand même. Et maintenant, nous allons aller au Rwanda, que j'aimerais bien visiter, je disais Abdoul Muyambere. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous, à notre groupe, et nous expliquer aussi ton œuvre? Mais présente-toi d'abord. You can speak in English if you are more comfortable. Let me speak in English because I will be more free than French. All right. So I am Abdoul Mujambere from Rwanda, and I'm a visual artist and performing artist.
but recently I have started doing fashion. So yeah, my project is called Kigali on the Horizon. My idea with this whole project was a fusion of my art forms, where I try to put everything together that I do, and then find a new language with that. Yeah. Okay, okay, okay. And so you are a visual artist by profession, yeah? Yes. You said you are a visual artist by profession, but you are venturing into other art expression like fashion, design, and etc. Okay. And when you say Kigali on the horizon, what do you mean by the horizon? Is this a projection to the future? Yes, yes, it's a projection to the future. Mm-hmm. Okay. So when I watched the video, it's this mother and daughter, isn't it? And the daughter is dreaming, and we see these creatures dressed in pink and with a head in form of, is it a TV or something? So, yes, it's a TV, but okay. it can also be any other thing you want to see. And then you also have with the how can I say, fabric, the ropes on the face and everything. A bit like Yemanja, a bit like Yemanja, the goddess of water, who has a face, you know. But so explain the symbolism of this, the color pink, those boxes like TV, the mask. Actually, I guess it's a form of mask. What is the symbolism of your piece? So when I got the call for Africaria, I didn't know exactly what I was going to work on, like in details. I knew I was going to do to choose to work for the future, but I didn't have the details. So what I started with the residents, I had a lot of thinking because of these coronaviruses, because of these Black Lives Matter, all of the situation, all of the chaos going on. So I had a lot of questions in my head, and I started writing down a lot of things, And one of the things that was a little bit overwhelming was information and the news. So I had a lot of questions about. Yeah. You can say that again. Yes, so I was saying one of the things that were very overwhelming was the news, the information. So I had a lot of questions about the authenticity of the information we're getting. Also, the consequence of this overwhelming information we're getting. So it was a lot. So I decided that I'm going to include this kind of information thing in my piece, which is represented by the TV they had. Yeah. Mm-hmm. Also, the TV can also represent the mask, which was a new thing that hit on us like very heavily, like having this mask all the day. It's very heavy thing. Mm-hmm. So yeah, that was one of the symbolism. Then going to the color, I chose the color of pink because pink for me is beautiful, and I found it as a hope. So I wanted my characters to be in the pink, which is a symbol of hope for me. Yeah. I must say that this part of your work, when I saw it on the video, is quite Afro-futuristic, huh? Yeah. So, yeah, and I use the kid character or the young child to carry the viewers to this futuristic. But it's not only about the COVID, but there are also other problem of Kigali that is happening right now. I included in the movie that you can see, depending on how you see things. For instance, we are having from the last 5 years, we are having a problem that the residents of Kigali are being dislocated to other places. They are leaving Kigali to other rural sites because the houses are not well constructed or not matching the master plan of Kigali city.
So also it is one of the problem I was. Is it a kind of gentrification? It's a kind of gentrification, or they are displacing people because they want to rethink the urbanization of Kigali, urban planning. Yeah, exactly. Okay. Exactly that. So some of the places want going to be industrial places or maybe commercial places, stuff like that. But also it causes a lot of conflict between the resident and the government. They say, oh, maybe we're not getting enough help, or we're not getting enough or money for what we are going to. So it was a lot of a little bit of conflict. So another thing was the studies about environmental exploitation. So if you see in my futuristic world where I put the other kids, other people going in pink, the place actually is like a forest, but has been exploited. Maybe mineral, I don't know what's going on, but there are a lot of holes and the stuff people are digging inside. So it's also another matter I was trying to tackle in my film. Okay. But who is digging? Is it regular people or is it a big company? I think it's big companies. I think it's big companies. Well. Big company. Yeah. So of course the environment. But you said that in fact the piece is not just about COVID. It's about also the other problems. So can we say that the pandemic highlighted or reinforced, enhanced the reality of the other existing problems that were before COVID? Can we say that? Yes, of course. We through the pandemic, we had a lot of time on ourselves, like thinking of everything. We have to re-question all the things that is happening. We have to rethink what's going on, and then a lot of stuff emerged from the surface. Like we have to see things like in the real situation. I think it also can be the pandemic can be also one of the reasons for the Black Lives Matter. Also, like all of these thinking, staying alone, thinking a lot, it causes other stuff to be more highlighted than before. Yeah, that is true. That is true. So, as an artist, how did you feel at the beginning of the crisis? Did it come to you gradually or just like? No, it wasn't. Yes, it was gradually. So the first thing I did was writing all the questions I have, and then also approaching other people in Kigali, like asking them what they are thinking about the situation and what about the future, how are they adapting to the new changes, all of this. And then through all of this, gradually I started spotting some few elements that later became like the main element of my work. Okay. The people that you interviewed, were they all artists or it was any people? Some were artists and then some were not artists, like people who are doing public transportation, people who are doing other types of work. So they were really different people, even young adults. Okay. So tell us more about how you adapted to the situation in terms of your day-to-day work. What are you doing? Because you said you're a visual artist and you are taking design and etc. So how did you adapt this, for example, in your studio, or to be able to show your work or something? In terms of fashion, actually, the costume that I made for that movie, it was like my first work in fashion that I did, and also was inspired by the piece exactly. So, but then I have also other work that I'm working right now. I'm working on my first collection right now in fashion, and we are kind of going into the virtual world, like everything happening online, selling online, everything becoming online. So we are trying to adapt with this new online reality in terms of fashion.
also, yeah. in terms of my other work that I've been doing, either in dance theater, either in photo and video, from 2015, I started reimagining the stage, and then I had to move to the screen so that I can have more visibility. Like my work, if I put it on screen, a lot of people will have access on it, and also people will see what's going on in Kigali. Because I had this feeling like people don't know like there is art happening in Kigali. Yeah. I don't know. I had this feeling, so I had to kind of start working, thinking on screen, putting things in film. Like for instance, I stopped, kind of had a break to produce works for performances on stage, but now doing short films so that people can have this new can still see you. One of the things that I started doing. Actually, the advantage of this live streaming is that you touch. I mean, of course, if you manage to advertise it well and everything. For example, if you were singing or doing an exhibit or having your performance, Paul, in a, let's say in a theater that is like 250 seaters or 500, but with these platforms, you can have, you know, you have people like, and it can be 1,000, 2,000. Imagine if that was even $1 a ticket for that, because how do we generate revenues? Because, you know, some people choose to see things from home, which is a bit, I think humanity should not fall into that trap of choosing the facility of not interacting with people and staying home. Even movies, you know, now you have Netflix and everything, so movie theaters are suffering. And yet some movies need to be seen on a great screen and 3D, for example, you know? So I think with the technology we're having a lot of freedom. And I think it's for the audience to balance between the new technology reality with the old-fashioned ways of interacting in terms with art or with other things. Because as the other guy was saying, things are not static. You know, we are evolving, and the technology is coming in. So how do we welcome the technology through our art and how you know? So we are going to adapt to some new technology realities in the future. Yeah. Do you foresee some opportunities for you in the future? Of course, yes. With the exposure of working, a lot of people now they know in Kigali we are working at art in art, and I've started seeing some people from Mali like texting me saying we want to collaborate with you. Yeah, we want to collaborate with you. But then again comes the problem of funds. The way of meeting, you know, a lot of difficulties, but I hope we will find a way. So then we can conclude with you that you are planning to continue working in this format as well. Yes, it's one of the ways that is going to stay. Okay, but you will not just be on virtual. No. Okay. Virtual it's another addition. It's another addition to the normal ones we are using, which is also good in some other way. So we have to adapt everything that you're getting. Yeah, because like you are saying, you have people calling you from Mali and etc., which if you had stayed just physical, maybe it would not happen, because if they don't see you, you know. So that's one of the advantages. So there are negatives and positives in this whole situation. So we should just focus on the positive, I think, so that we don't collapse, you know. And Christine, please introduce yourself in English or French as you want, but maybe in French for Paul, okay? And then we'll talk about your project.
Je m'appelle Christine. Je viens du Congo et maintenant je vis au Kenya. Et ouais, Africalia a été l'une des meilleures expériences que j'ai jamais vécues. Merci beaucoup, Africalia. Another eyelid closed, another cold hand, another body covered, another mortuary fridge full. White, covered from head to toe, they walk with a smile. They are the new heroes. White, which was not long ago the color of peace. Donc, tu es trapéziste de formation? Je ne peux pas vraiment dire de formation, genre je suis pas allée à l'école pour ça. Mais une fois que je suis arrivée au Kenya, j'ai eu des problèmes financiers. Maman ne pouvait plus continuer à payer pour mes études. Et donc, j'ai eu un moment de dépression et j'ai une copine qui m'a dit qu'il y a un centre où elles s'entraînent. Elles font de la danse actuellement. Et je me suis dit, OK, je ne suis pas bonne danseuse, mais pourquoi pas? Donc, on est allé au centre et elles étaient toutes en train de danser. Et comme d'habitude, je ne suis pas bonne danseuse. Et il y avait un garçon qui était en train de faire une performance sur le trapèze et puis après sur le silk. Et j'étais plus qu'émerveillée. J'étais genre, mais comment tu arrives à faire tout ça? Et donc, ma copine que je ne vais pas danser, mais que je vais apprendre à être dans les airs, quoi, à faire rêver les gens, à faire tout ça. C'est comme ça qu'elle a dit, OK, pas de problème, si c'est ça. Qui suis-je pour t'interdire? Vas-y. Et c'est comme ça qu'avec lui, j'ai appris, en fait. Donc, c'est lui qui m'a appris comment faire ce que je peux faire sur le trapèze. Je suis encore en train d'apprendre. Parle-nous un peu du symbolisme de ta pièce, parce que, par exemple, ce que j'ai trouvé super, c'est que normalement, quand on pense trapèze fixé au plafond, machin, etc. Il faut que ce soit dans un endroit clos. Mais là, c'était un arbre. Bon, tu as bien choisi l'arbre parce que la branche ne s'est pas cassée, donc. Et c'est super de voir ça, le trapèze fait à l'extérieur, sans structure métallique. Normalement, si c'est à l'extérieur, c'est aussi avec une structure métallique. Mais là, ça épouse carrément la nature. Même les cordes du trapèze ont l'air d'être des lianes, par exemple. Et puis, Exactement. Et c'est du bois. Donc, enfin, ça devait être de la corde, je pense. C'est ça? Corde. Ouais, c'est ça. Très organique. Le symbolisme, organique. Le symbolisme dans tout ça, c'est que, bon, au début, je savais vraiment pas quoi faire. On était censé être 3, mais bon, là, c'était 2. Et je voulais que ça soit quelque chose que les gens vont voir après la pandémie. Ils vont se rappeler qu'il y avait une pandémie et que le masque était quelque chose de vraiment, vraiment crucial. Si tu l'as pas, tu peux mourir. Donc, c'est là qu'on a commencé avec cette histoire où, malgré que tous nos proches sont partis, j'ai eu une copine qui a succombé au Covid. Et j'ai toujours eu ces marques sur moi. Donc, voilà comment j'ai mis les marques pour en fait rappeler le fait que malgré le fait qu'ils sont partis, leurs marques sont toujours avec nous. Mais leurs marques, c'est pas juste ce qu'ils ont été pour nous, c'est aussi la peur qu'on peut facilement les suivre actuellement. Donc, il y a eu ces marques et puis il y a eu la voix derrière qui m'a dit que si tu ne mets pas le masque, tu vas actuellement mourir. Et c'était la peur en fait que j'avais chaque jour depuis qu'elle est partie, parce qu'elle me disait que si je ne mets pas le masque, si je ne lave pas les mains ou quelque chose comme ça, je peux la suivre et j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Et après, la nature, c'était en fait le symbole du monde. En fait, je voulais pas que ça soit dans une chambre parce que ça arrivait à tout le monde. Actuellement, j'aurais bien voulu qu'il puisse y avoir un tas de personnes tout autour, mais bon, on n'a pas pu faire ça parce qu'il y a Covid et tu peux pas emmener beaucoup de personnes dans un seul endroit. Donc, il y a eu ça, en fait, la nature, l'arbre, quelque chose de... Tout le monde peut s'asseoir sous un arbre quand il est fatigué, quand il est, je sais pas, mentalement pas bien. Et donc, je pensais que si je peux faire ça sur un arbre, qui est comme un symbole de, voilà, je suis fatiguée, je suis allée sous un arbre pour réfléchir. Ça, en fait, c'est ce qui, en fait, m'a motivée. Puis le poème... Qui a écrit le poème? Oh, j'ai écrit le poème.
Ah, donc tu écris et tu es trapéziste. Ok, d'accord. Ok. Et la couleur, le blanc. Le blanc, c'est une couleur. Bon, avant, ça symbolisait la paix, en fait. Mais depuis que Covid est arrivé, le blanc, pour moi, avait perdu son sens de paix. C'était plus les hôpitaux. Tout était blanc, en fait. Tout le monde, les masques étaient blancs. Les hôpitaux, c'était ce qu'on voyait plus, surtout à l'information. Et les docteurs, ils étaient en blanc. Le monde était presque tout blanc. Et j'ai décidé de mettre le blanc. Et pour juste dire aux gens que, bon, même si actuellement ça a vraiment un peu perdu son sens de paix et maintenant c'est quelque chose plus relié à l'hôpital, mais bon, tu peux quand même regarder du blanc et voilà, te dire que ouais, c'est une belle performance et ils sont blancs. Parce que dans certaines sociétés, le blanc, c'est couleur de deuil aussi, hein? Ah! Oui, oui. Ok, j'avais pas pensé à ça, j'ai plus pensé au fait que si on peut utiliser le blanc, qui est une couleur neutre, pour par exemple te faire rêver sur un trapèze sur l'arbre, peut-être que tu vas considérer le blanc différemment. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti en tant qu'artiste au début de la crise, en fait? Et en plus, tu as été personnellement touchée par le décès de ton ami. Au début de la crise, moi, j'étais dévastée parce qu'après, je suis seule au Kenya. Bon, c'est vrai que j'ai une tante, mais bon, j'étais seule. Et après, Sarakasi, c'est comme un peu le seul endroit où j'allais, en fait, pour me défouler, pour danser ou en fait être sur un trapèze ou quelque chose comme ça. Et après, quand la crise a commencé, tout était fermé. Oui, Ouais. oui. Tout était fermé. On nous a dit que voilà, restez chez vous, on ne peut pas s'entraîner. Donc ça m'a vraiment brisé. Je me rappelle que j'étais à la maison et je me disais, oh, je vais faire comment? Comment est-ce que je vais commencer ma journée? Comment est-ce que je vais la finir? En fait, ouais, je sais que je vais la commencer, mais voilà, c'était vraiment, vraiment difficile au début, être là. Tu peux pas aller, tu peux pas te promener comme ça, tu dois avoir une permission. Au début, c'était vraiment strict, mais après, ma tante m'a appelée, je l'ai connue. Je l'ai connue, j'ai vu ses enfants. Bon, j'ai quand même appris beaucoup de choses et puis il y a eu Africalia qui est venue et ça, c'était juste... C'était juste parce que là, je pouvais encore retravailler sur le trapèze. C'est quelque chose qui m'a toujours rappelé que je pouvais faire mieux. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc, quand Africalia est venue, j'étais genre très, très contente. J'étais genre, je peux travailler, je peux Il faudrait que tu fasses une école de danser. Il faudrait que tu fasses une école de cirque. Ouais. Il y a un cirque à Bruxelles. J'adorais actuellement aller dans une école de cirque, une vraie, et apprendre de vrais trucs. Parce qu'en fait, le cirque, comme il est enseigné sur le continent, c'est plutôt organique. Il n'y a pas vraiment tous les apparatus, etc. Donc, exactement. Mais, petite dame, si tu vas là-bas, il ne faut pas rester là-bas, il faut revenir pour former. Bien sûr. Au Kenya, oui, oui, c'est vrai. Bien sûr. Bien sûr, c'est un rêve. L'Afrique a toujours été mon rêve, donc je pense que si je vais, je reviendrai et je vais rêver les Africains en fait. Voilà. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut que l'Afrique soit notre rêve. Et, très inspirant, oui. Et est-ce que comment tu prévois de continuer à travailler avec ce que de Covid a provoqué en toi dans ta manière de créer et puis de faire passer ta créativité? Comment est-ce que tu prévois de faire? Actuellement, je pense que maintenant le cirque, c'est vraiment, vraiment, vraiment ma passion. Je pense continuer à me former, genre trouver une école de cirque par exemple et apprendre. Parce que si je connais pas, en fait, je peux pas vraiment montrer
mon art quand je ne connais même pas ce que c'est. Aimer la chose ne suffit pas, donc je pense vraiment me former. Avec tout ce qu'Africalia m'a permis de faire, moi, j'étais genre vraiment pas sur les réseaux sociaux. Je n'aimais pas vraiment. Je me disais, mais bon, je préfère avoir une vraie expérience avec toi, mais pas genre, non. Mais avec Africalia, voilà, mon compte Facebook qui était mort depuis longtemps, il a ressuscité. J'ai eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup de commentaires sur les gens qui me disaient que c'était bien, que c'était beau, qui voulaient qu'on puisse travailler ensemble, par exemple, genre m'inclure dans certaines de leurs danses et tout ça. Et j'étais genre, wow, amazing. Je pense que je vais vraiment travailler sur le côté Internet, le côté technologique, en fait. Oui, parce que comme on disait avec Abdul, en fait, le côté positif du fait qu'on doit s'adapter à intégrer vraiment la technologie dans notre travail, c'est qu'on a plus de visibilité, tu vois. Exactement. Mais un petit conseil, moi en tant que praticienne de la danse, je te conseillerais de prendre aussi des cours de danse parce que ça va aider le flow et l'évolution de tes mouvements et même la créativité, etc. Travailler beaucoup sur la souplesse aussi pour faire des trucs. Merci. Parce que je ne sais pas si tu vois toutes les vidéos, les gens poussent vraiment, même en danse, hein, les gens poussent vraiment les limites de ce que le corps humain peut faire. Et tu te dis, mais je rêve ou quoi? Donc, avis aux amateurs, c'est juste un petit conseil. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre session. Hein. Elle a été très enrichissante pour moi, en tout cas. Est-ce que, par exemple, j'aimerais que chacun de vous dise un mot de la fin. Abdul, quelle serait ta conclusion, ton mot de la fin? Je disais merci pour tout le monde, merci pour cette initiative, merci pour Africalia, pour cette organisation. Merci beaucoup. D'accord. Et toi, Christine, quel mot de la fin pourrais-tu partager avec ceux qui vont écouter cet audio et qui vont regarder ce que tu fais? Voilà, merci Africalia, premièrement. Et puis à tous ceux qui sont en train de regarder ou qui vont écouter après, n'abandonnez pas vos rêves. Parce que même quand vous pensez que non, c'est fini, il n'y a rien, je ne suis pas aussi bonne que ça, mais Africalia peut venir ou peut-être quelque chose d'autre. Et vous pouvez être sélectionné et vous pouvez travailler dessus et rencontrer toutes ces belles personnes. Donc, n'abandonnez pas, continuez, tout ira bien et merci beaucoup. J'espère qu'on aura beaucoup d'autres projets comme ça avec Africalia et avec d'autres organisations. Et je dois dire que, en fait, oui, ça, c'était Creativity is Life projet. C'était une très bonne opportunité qu'Africalia a créée parce que ce que je retiens de toi, c'est que tu as dit que tu n'étais plus tellement active sur les réseaux sociaux, etc., mais qu'en fait, l'appel à projet d'Africalia t'a poussé à te remettre active et finalement ton travail a été vu, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes les en tant qu'artistes. Il y a des artistes qui ne peuvent pas s'acheter des unités pour leur téléphone, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on doit vraiment être reconnaissant du fait que l'on puisse faire ça. Et justement, comme on le peut, il faut toujours rester alerte des offres d'appel à projets comme Africalia vient de faire, d'autres organisations, etc. aussi, pour rester pertinent. Yvonne, do you have something, the last word, the word for the something to think about? Basically, like everyone else, I'm really grateful, so grateful for this opportunity. For Benedict, for being selected, for giving me an opportunity to create, an opportunity to connect, an opportunity to work during this time of COVID where things are very unsure, an opportunity basically. I'm just grateful for everything and hope that I get to work more and more with Africalia and
you know, all the kudos to you for reaching out to Africans on the continent and helping us connect. Very grateful. Thank you. Super. Et Paul, alors ça sera en français? Oui, disons que c'est un réel plaisir d'avoir rencontré tout ce monde et je suis très heureux. Encore merci. Et pour finir, je dirais que continuons à s'aimer les rêves. Soyons nous-mêmes le changement que nous voulons voir dans ce monde. En tout cas, moi, je dirais que merci Africalia de m'avoir fait confiance pour être la modératrice de ce panel. Et ça m'a donné aussi l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. Bien que je voyage pas mal, je rencontre beaucoup de gens, mais c'est toujours très bien. Par exemple, Paul, Yvonne, je suis très contente de vous avoir connus parce que je pense qu'on va faire quelque chose ensemble. Christine, juste pour ton information, mon école a un programme de formation de 3 ans. OK? Donc, sur le continent, tu n'as même pas allé en Belgique pour la danse, pour la danse. Mais après, il faut quand même aller dans une école du cirque. Pour la danse. Pour que tu sois complète. Voilà. OK, ben, je vous remercie tous. Thank you, all of you, for being such a good sports and answering my questions. I hope I was not too boring, but I mean, I'm very grateful for all the insights also that you are giving me on how you are living through this difficult time. Let's say challenging. Let's say challenging. Challenging because there is some good and bad, and we will get there because artists are resilient. Art is resilient, and we've proven it. You know, we've proven it many times, and it's been proven through history also how life is nothing without art. Thank you very much. Mwah, mwah, mwah.